De retour sur le plateau, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière séquence consacrée au numérique. On l'a vu précédemment, le numérique a une importance cruciale dans ce qui est en train de se passer sur le continent dans un monde post-Covid. Quelle influence du digital dans l'émergence des femmes entrepreneurs sur le continent? Je le disais, donc avec la pandémie, on a vu une formidable accélération du digital. En quoi le digital peut-il être un levier pour faire émerger des femmes entrepreneurs, à la fois dans les domaines, dans toutes les industries, que ce soit des industries formelles, informelles, mais également dans le domaine de la tech. Et puis, bien sûr, quels sont encore les freins, les inégalités auxquelles sont confrontées les femmes pour pouvoir finalement participer de cette accélération du continent grâce au numérique. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir donc Saloua Karkri Belkezis, présidente Afrique d'Ineton. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Je suis ravie, bonjour madame. J'ai également le plaisir donc d'accueillir Sana Lamaak Chaoui, donc qui est CFO de Huawei Maroc, également au Maroc. Bonjour. Bonjour et je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et enfin, Karim Sy, donc fondateur de Jocolab et membre du Conseil national du numérique du Sénégal. Bonjour à tous. Alors, une première question, donc vous avez vu, vous avez compris, en fait, en gros, l'idée, c'est de voir ensemble globalement en quoi c'est un levier, pour quel type de secteur, comment on fait finalement dans le numérique et quelles sont encore les inégalités et les freins et comment on doit dépasser tout ça. Donc là, je me tourne tout de suite vers Saloua Karkri Belkezis, vous êtes une entrepreneure accomplie, vous avez joué un rôle très important dans l'essor des femmes d'affaires au Maroc avec la création de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Aujourd'hui, vous présidez le département Afrique d'Inetom. Comment, à votre sens, le digital a-t-il influencé l'émergence des entrepreneuses africaines ? Félicitations déjà pour ce thème si important. Et effectivement, si vous permettez juste une petite présentation d'Inetom, qui est une ESN, entreprise de services numériques agile internationale. Ils sont présents dans 26 pays, avec 6 pays donc qui sont en Afrique, dans plusieurs pays, bien sûr le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun. Nous sommes fortement impliqués dans le continent africain. Nous totalisons à peu près 1000 consultants dans différents pays d'Afrique. Alors, les femmes d'affaires, je dirais, au niveau du digital, déjà, au niveau Afrique, il y a une particularité par rapport aux autres continents, c'est que il y a je dirais, un taux de pénétration du mobile qui est beaucoup plus important que dans les autres continents. Par exemple, au Maroc, nous sommes à plus de 125% de taux de pénétration du mobile. Donc, c'est une transition numérique depuis déjà quelques années. Et également, il y a un boom démographique et surtout la jeunesse. Donc, je dirais une jeunesse qui est beaucoup plus importante que également dans les autres continents. Et c'est cette jeunesse qui porte justement le digital. Vous avez parlé certainement de l'impact du Covid qui malheureusement a mis beaucoup de personnes sur le côté. Ils ont perdu leurs emplois et la plupart ce sont des femmes. Mais en même temps, ça a été une opportunité également d'innovation qui a été portée par beaucoup de jeunes femmes. Et là, il y a énormément de start-up qui ont émergé avec des solutions innovantes qui sont faites pour l'Afrique. Et il se heurte quand même, on peut le dire, il se heurte à un problème de financement puisque les dernières statistiques depuis 2018 montrent que seulement 2% de financement concerne en fait des startups portées par des femmes. À l'opposé, donc plus de 89% sont portés par les hommes. Il reste à peu près moins de 10% de financement qui vont directement, qui vont à des entreprises qui sont mixtes, donc portées par les hommes et par les femmes. Donc, on peut dire que le Covid a peut-être vu le développement également du commerce électronique dans nos pays. Je sais qu'au Maroc, par exemple, nous sommes passés de moins de 5% d'utilisation du commerce électronique à plus de 12% en un an et demi, c'est-à-dire
à cause ou grâce au Covid. Et là, ça a donné une opportunité importante pour les femmes de mettre justement, de mettre en vue, de promouvoir leurs produits, donc que ce soit au niveau commerce, que ce soit au niveau artisanat, que ce soit au niveau service. Donc le retard, je dirais, il n'a pas encore été rattrapé, mais c'est en cours de rattrapage. On reviendra sur quelques initiatives qui sont portées par le groupe Inetam justement pour accompagner les femmes dans le continent africain, si vous permettez, peut-être dans un deuxième temps. Peut-être qu'on finit un petit peu le tour de table sur la question un peu générique. Et après, ce qui va être intéressant, c'est peut-être de faire un zoom sur chacune de vos activités et justement, compte tenu de votre engagement, vous puissiez justement illustrer les actions, de par les actions que vous avez prises avec Inetom. Du coup, je vais reposer la question largement aux autres invités. Donc, Sanaa Lama-Akshaoui, vous êtes à la fois, donc, vous êtes CFO donc, de Huawei Maroc, vous êtes une spécialiste de la finance, vous travaillez maintenant dans une entreprise tech. Quelle est, à vous, votre vision du rôle que joue le digital dans l'émergence des femmes, à la fois au Maroc et dans le continent? Je souhaite tout d'abord déjà remercier la Tribune Afrique pour la tenue de ce forum à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Nous sommes très heureux chez Huawei d'être le partenaire d'un tel événement qui doit permettre de susciter des vocations chez les jeunes auditrices qui nous regardent. Le digital et l'entrepreneuriat sont intimement liés aujourd'hui dans le continent africain. Je suis sûre qu'à la suite de nos échanges, plusieurs femmes auront la volonté de s'engager dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, on le sait, le digital est un formidable accélérateur de l'entrepreneuriat féminin, ainsi qu'un puissant vecteur d'inclusion et d'autonomisation des femmes. Partout à travers le monde, une femme peut, à partir d'une simple connexion Internet, développer une activité économique ou construire des solutions pratiques, concrètes, en phase avec ses besoins. C'est aujourd'hui un fait qui est reconnu. La technologie permet aux femmes de rompre avec leur isolement géographique ou l'emprise de certaines pratiques tant sociales ou culturelles qui les casent dans des rôles bien précis. Donc, en fait, l'Afrique innove, crée et entreprend. Et de plus en plus de jeunes femmes africaines qui sont en fait nées à l'ère du numérique choisissent de se lancer dans le secteur des nouvelles technologies et du digital. Et on doit se féliciter déjà pour ça et poursuivre dans cette même dynamique. Moins de 30% à peu près des femmes entrepreneurs en Afrique exercent dans des professions en rapport avec le secteur du digital. Afin de pouvoir améliorer ce constat, Huawei a mis en place plusieurs actions dans ce sens, afin de pouvoir accompagner ces jeunes femmes entrepreneurs. En allant des programmes éducatifs, des dons à des associations qui œuvrent pour la formation des femmes et du sponsoring d'événements de networking aussi. Merci beaucoup, Sanaa. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, nous reviendrons effectivement sur les actions des uns et des autres qui ont été menées et notamment sur les actions qui ont été faites et prises par Huawei. Pour revenir juste donc, sur cet échange un peu générique d'ouverture sur vraiment la situation, votre point de vue en fait sur la situation globalement, la situation telle que comment le numérique finalement permet aux femmes africaines d'émerger d'un côté et comment dans le contexte post-Covid, cela peut jouer un rôle encore plus important. Je me tourne vers Karim Sy. Vous êtes fondateur et présidente du réseau Jocolabs, présent dans 7 pays africains et membre du Conseil national du numérique du Sénégal. Je voudrais vous poser la même question et avoir votre vision. Je pense que le digital a déjà un effet, on le voit bien. Merci de me donner la parole en tant qu'homme dans ce panel très féminin. C'est pas courant déjà. C'était important pour nous. C'est bonne chose. Voilà. Exactement. Bon, je pense que ça a été pas mal dit. Effectivement, il y a un vrai besoin de féminiser le numérique. Le débat est monté même sur le biais cognitif qu'il y avait même dans les algorithmes de traitement, que ce soit des programmes, que ce soit des différentes grandes plateformes qui sont en ligne, qui sont principalement développées par
souvent des hommes blancs caucasiens, on va dire, en tout cas des grandes plateformes américaines. On voit arriver les plateformes chinoises, donc ça va être intéressant. On voit une autre approche. Donc on voit que le web approche de la diversité, et maintenant on a envie qu'il se féminise. Je pense que on a un besoin, et je pense que Salwa en a parlé, de ce besoin de financement qui retrouve dans les 3/4 la plupart des écosystèmes, bien sûr, qui est très prégnant, mais encore plus pour les femmes. À ce titre, je pense qu'il est intéressant de voir que la BAD, avec l'initiative Afrawa qu'elle vient de lancer, qui vise à mobiliser quand même 3 milliards de dollars pour la garantie pour les financements des projets féminins pour les femmes, c'est quelque chose d'assez fort, et j'ai pu observer la bagarre qu'a menée Vanessa Mungar pour le porter aussi bien au G7 qu'à différentes instances internationales pour bénéficier d'un large soutien. On voit qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à soutenir cette démarche, donc on voit bien qu'il y a une vraie convergence dans ce sens-là. Je pense qu'aussi, c'est de voir les rôles modèles qui sont avec moi sur ce panel. C'est-à-dire, plus les femmes vont voir des femmes, c'est quelque chose qui est largement ressorti, de se donner la confiance, et donc de voir d'autres championnes être à la tête d'entreprises. On en a des éminentes avec nous là aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose qui motive énormément, parce qu'on sait aussi que malheureusement, il faut aussi qu'on en ait de plus en plus dans les cursus STEM, donc sciences, techniques, mathématiques et autres. Et donc, et ça, c'est quelque chose qui est pas assez poussé, parce que souvent, elle manque de confiance en elle. C'est intéressant d'ailleurs de voir que sur ce sujet du manque de confiance, il est ressorti de plusieurs études que même sur la demande de financement, dont on parlait, donc, on disait 2% du financement, en fait, les femmes ont tendance à demander moins d'argent que les hommes. Alors, c'est quelque chose d'assez fort. Elles y vont avec moins de culot et donc sont plus modestes, et demandent beaucoup moins de financement. Alors, on voit bien qu'il y a tout un changement de mentalité à opérer et à travailler, en fait, dans l'ensemble de l'écosystème, pour mieux valoriser les femmes et apporter du coup toute la richesse qu'elles peuvent apporter à cet écosystème. Je rebondis sur votre remarque sur le manque de confiance et peut-être le montant des demandes. Je pense que d'un côté, il y a la question du manque de confiance ou peut-être de réalisme par rapport aux levées de fonds. On peut même imaginer. J'aimerais bien que ce soit un débat aujourd'hui, donc parlons-en. Et d'un autre côté, peut-être les problèmes de financement auxquels sont confrontées les femmes aussi dans la vision qu'on en a. Donc je pense que c'est très intéressant ce que vous avez dit par rapport au rôle modèle, parce que c'est vraiment par une forme de benchmark et d'échange sur les best pratiques que derrière les gens peuvent se projeter, et notamment donc au travers des rôles modèles, comme c'est le cas de Salwa Karkri-Belkeziz. Madame, quelle est votre vision déjà sur ce qui vient d'être dit, et parlez-nous justement donc d'Inetom et des actions que vous menez. Tout à fait. Juste pour rebondir sur ce point qui a été évoqué par mon ami Karim sur le financement, en fait, il y avait un problème de garantie également. Dans le système classique, on demande énormément de garanties pour obtenir des financements. Et nous, au niveau marocain, nous avions obtenu il y a quelques années de ça, en fait, de la mise en place d'un produit qui garantit, qui s'appelle Ileiki. Ileiki en arabe, c'est pour toi. En féminin, et donc qui finance, c'est un fonds qui est garanti par l'État marocain et qui finance jusqu'à 80% du montant du projet, soit de création d'entreprise, soit de développement. Donc les chiffres que j'ai pu avoir hier du ministère des Finances, c'est un produit qui a été donc utilisé à par plus de 4000 femmes, donc qui a permis la création d'entreprise. C'est un point qui est très important. Comme vous le savez, je pense que ça a été dit tout à l'heure, l'Afrique, c'est le continent, je dirais, champion du monde dans l'entrepreneuriat féminin. Je pense qu'on est à peu près donc des femmes africaines qui sont entrepreneurs, je pense qu'on est à peu près à 22%. Bon, au Maroc, on est encore malheureusement, on est un peu à moins de 12%.
Bon, c'est pas le sujet, l'environnement, des choses comme ça, mais dans les technologies, dans le digital, dans l'innovation, dans les technologies, je dirais l'activité des femmes, même si dans l'ensemble le taux d'activité est moins de 20%, nous sommes à peu près entre 30 et 35% d'activité dans les entreprises high-tech, dans les entreprises IT, donc ce soit dans plusieurs villes. Je donne des statistiques uniquement le Maroc. Nous, par exemple, au niveau de Inetom Maroc, nous sommes à 35% de féminisation et dans le groupe, nous sommes à 27% donc de féminisation. Donc, pour un pays africain, nous sommes même nous avons dépassé le groupe sur ce volet-là parce que nous avons su depuis quelques années mettre en place un environnement d'horaires souples, de crèches au niveau de la zone Casanircho, etc. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'on peut augmenter le taux d'employabilité des femmes, c'est quand on leur assure un environnement qui leur permet de s'épanouir au travail et donc de s'épanouir au travail tout en n'ayant pas des problèmes en tête d'enfants, de maison, etc. C'est des choses qui sont très importantes. Également, au niveau de l'Afrique, il y a des contraintes qu'il faut lever pour justement développer encore plus l'entrepreneuriat féminin et l'innovation. Je pense qu'on peut citer 3, si vous permettez. Le premier point, c'est tout ce qui est renforcement des infrastructures. Et là, Huawei sont là et je pense qu'ils vont en parler. C'est la connectivité. Voilà. La connectivité, c'est un point qui est très important. Quand je vois, par exemple, le dernier chiffre de l'UNESCO, ça me fait mal au cœur parce qu'avec le Covid, il y a quand même 500 millions d'apprentis africains qui n'ont pas, donc une grande partie n'a pas pu accéder à l'enseignement à distance parce que donc il n'y a pas de connectivité ou alors que la connectivité est très chère. Le deuxième point, c'est le développement du contenu africain. Il faut vraiment qu'on continue à développer du contenu adapté à notre, à notre culture, adapté à nos besoins. Nous n'avons pas les mêmes besoins que les pays européens. La preuve, le mobile payment, etc. Et là, c'est pour ça que des groupes comme nous, comme Inetom, c'est important d'être installés dans les pays elles-mêmes et je dirais de travailler avec des ressources locales pour des besoins qui sont locaux. Et le troisième point, c'est la formation, bien sûr, de la jeunesse et surtout les retenir parce qu'on a vécu quand même ces 2 dernières années un départ massif donc d'ingénieurs informaticiens vers l'Europe. Et donc là, on se doit, c'est important pour nos pays de ne pas nous appauvrir et on se doit donc de leur garantir un environnement social, économique où ils peuvent s'épanouir, culturel, etc. Et sur ce dernier point, parmi justement les initiatives du groupe Inetom, nous avons lancé ces derniers mois ce qu'on appelle l'ADMA, Africa Digital Manager Award, dont Karim Sey fait partie également du jury et je le remercie. En fait, c'est un challenge qui vise à récompenser les meilleurs chefs de projet africains qui ont mené des projets de transformation digitale dans des entreprises africaines, qu'elles soient publiques ou privées, et qui ont eu un retour sur investissement pour l'entreprise. Alors justement, sur les 50 dossiers par des chefs de projet que nous avons reçus, il y a quand même 20%, c'est-à-dire nous avons reçu 10 dossiers de la part de chefs de projet femmes par rapport à 40 dossiers que nous avons reçus, donc ça fait à peu près 20%. Et pour en terminer, la deuxième initiative, si vous permettez, la deuxième initiative importante que nous avons menée, c'est que nous accompagnons le Women in Africa depuis à peu près son lancement. Justement, nous sommes mécènes historiques de cette fondation et donc nous avons organisé pas mal de formations et puis nous donnons à chaque année un prix tech pour justement la start-up africaine qui a le projet le plus innovant. Très bien, merci beaucoup madame. Je me tourne donc vers Sana Lamakchaoui. Est-ce que vous voulez d'abord réagir sur l'importance finalement de la connectivité, au-delà de la problématique qu'on a sur le digital, en quoi finalement cette connectivité est-elle cruciale si on veut emmener plus de femmes entrepreneurs dans la partie, et quels sont vraiment concrètement
le lien entre ce qu'il faut mettre en place pour favoriser cette digitalisation et les initiatives qui ont été prises par Huawei. Merci. Donc, en fait, la connectivité est vraiment un point très important et c'est ça ce qui permet déjà de parler de digital. Je pense que ça rejoint la vision et la mission qu'a Huawei, d'accord, qu'a Huawei s'est donné depuis toujours et qui est de donner accès aux technologies numériques à chaque personne, chaque foyer et chaque organisation pour un monde qui est entièrement connecté et intelligent. Et donc, Huawei œuvre avec déjà plusieurs structures, organisations, opérateurs, ONG et autres pour assurer et pouvoir connecter le plus de monde possible. Je pense que pour nous, l'éducation reste la clé. Donc, pour les jeunes générations et notamment pour les jeunes filles. C'est pourquoi Huawei a mis en place plusieurs programmes éducatifs, dont principalement ICT Academy, qui est basé dans à peu près 177 universités et collèges de TIC de haut niveau en Afrique du Nord, pour enseigner aux étudiants des connaissances de pointe en matière d'éthique, dans tout ce qui concerne les domaines de l'informatique, en cloud, la 5G, l'intelligence artificielle, tout ce qui est commutation, transmission et tout. Donc, je souligne aussi que, en plus de ça, chaque année, Huawei organise une compétition qui est ICT Competition pour promouvoir l'apprentissage. Et d'ailleurs, je suis très fière de rappeler que l'équipe Maroc s'est distinguée lors de la finale organisée en novembre 2020 et que 2 prestigieux prix ont été remportés par des étudiants de 2 universités marocaines. Et c'était vraiment une fierté pour Huawei Maroc. Huawei croit profondément aussi à l'égalité des sexes et à la place de premier plan que jouent les femmes qui entreprennent en Afrique. Et c'est dans ce même esprit que Huawei a soutenu la cause de l'égalité des sexes en lançant une initiative interne visant à encourager ses collègues masculins à soutenir la campagne He4She qui est lancée par les Nations Unies pour atteindre l'égalité des sexes. Je pense que c'est un point très important. L'égalité entre femmes et hommes est primordiale et que les hommes soient vraiment conscients de ça et supportent pour atteindre les objectifs reste un point très, très important. Donc, il y a encore plusieurs projets que Huawei a lancés, surtout dans le domaine de l'éducation et de soutien des femmes. Je pourrais citer plus d'exemples si vous voulez, ou bien on pourra en discuter dans un 3e volet si vous voulez. Très bien, parfait. Oui, merci. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir rebondir un peu sur les échanges des uns et des autres. Je me retourne justement vers ce supporter Karim Sy, qui donc a la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui. On vient de voir que finalement, les inégalités, elles touchent quoi? Elles touchent la dimension donc, du financement. On en a parlé tout à l'heure. Vous pourrez rebondir ou peut-être préciser si vous voulez par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur l'éducation, la connectivité. Jocolabs est actif donc, dans 7 pays africains. Que font les gouvernements africains, à votre sens, pour renforcer l'apport du numérique et la réussite, donc dans la réussite des entrepreneurs femmes? Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel est votre point de vue? Ça, j'aimerais bien avoir votre point de vue à chacun avec le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec le Covid? Est-ce qu'on a beaucoup parlé d'accélération, mais est-ce que ça a vraiment été une accélération pour les femmes? Est-ce que c'est pas le moment justement de réfléchir par rapport à cette égalité, à ce qu'on devrait mettre en place pour que la sortie de crise soit vraiment numérique pour les femmes, particulièrement pour les femmes, compte tenu du ROI, puisqu'on sait que quand on investit justement dans une entreprise gérée par une femme, elle réinvestit pratiquement 90% dans finalement sa famille, les gens autour d'elle, jusqu'à 90%. Donc il y a un impact social très important. Karim Sy. Effectivement, je crois que ce qu'on voit par rapport aux gouvernants, c'est que de plus en plus, effectivement, il y a des programmes spécifiques qui sont dédiés aux femmes. Et donc, aux femmes entrepreneurs, pour leur permettre justement d'accéder à des formations ou les inciter à aller dans des formations technologiques, de sciences et technologies, et plus spécifiquement sur les technologies de l'information. Et donc ça c'est de plus en plus effectivement des politiques volontaristes qu'on va voir pour amener les femmes à aller vers ce type d'intérêt.
auxquelles ils n'étaient pas forcément. Je crois qu'on est autour de 27% de taux de féminisation dans ce type de spécialité. Et donc, on voit bien qu'effectivement, plus on va en avoir, mieux ça va être. Ceci dit, souvent, on va trouver, enfin là, c'est un avis personnel, mais on va voir que les femmes qui doivent se faire une place dans ce monde-là, souvent, vont être beaucoup plus dynamiques que les hommes. Et ça, justement, c'est une certaine motivation qu'on va retrouver. Je pense que ces politiques sont donc très... vous pensez que les gouvernements, je vous coupe, vous pensez que les gouvernements africains sont conscients de l'impact social justement de l'entrepreneuriat féminin? Alors c'est bien, vous voyez, souvent on dit dans les milieux que les femmes on passe leur temps à leur couper la parole, donc là c'est l'inverse. Donc vous voyez, ça arrive des deux côtés. Et donc donc on voit bien l'équilibre en train d'arriver. Et effectivement, je pense que très franchement, de plus en plus, il y a une vraie prise de conscience de la problématique des femmes en affaires. Moi, je sais que jusqu'à quelques années, personnellement, c'était pas un sujet, et on voit que de plus en plus, ça émerge. Et c'est vrai que ça amène à se poser des questions très bêtes. Moi, je sais que par exemple, une fois, on s'était donné rendez-vous, par exemple, dans un hôtel pour discuter affaires, et en fait, une femme était très mal à l'aise qu'on la voie aller faire des réunions dans les hôtels. Elle pensait que ça allait être mal vu, etc. Et donc, ça, c'est des choses auxquelles nous, hommes, on ne va pas penser spontanément, et en fait, que c'est une charge supplémentaire qu'une femme va devoir avoir à gérer dans sa carrière. Donc, vous voyez bien qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects à prendre en compte pour une femme. Et bien sûr, le moteur, dont on a parlé, la finance, la confiance en soi pour aller déposer son dossier, de le défendre. Effectivement, je pense que ça, c'est un gros sujet. Mais le point central que moi j'ai souvent vu revenir, c'est vraiment la question des championnes et des rôles modèles. Donc, et je pense qu'on en a de plus en plus aussi. Et ça, c'est un élément très fort. Alors, le Covid, je ne sais pas si le Covid a pu amener un changement, je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas pu l'observer, on n'a pas assez de recul pour le voir. Très clairement, le Covid a boosté le digital, c'est-à-dire en tout cas a montré, et on le voit bien, là, on est dans une conférence en ligne, ce qu'on n'aurait pas forcément imaginé bien avant. Mais le Covid a clairement montré l'intérêt du digital et la capacité à passer outre les contraintes de confinement, de délai, de temps, d'espace, et pour proposer des solutions. Maintenant, je pense que peut-être ça équilibre dans le sens où, comme on est dans l'urgence, la question est vraiment d'avoir une bonne solution, et donc peut-être de passer outre les biais que certains pourraient avoir à pousser certaines solutions, et à regarder vraiment, à se concentrer sur la solution et peut-être pas sur le chef d'entreprise, est-ce qu'il est masculin ou féminin, et donc aller vers l'impact direct. Très bien. Ouais, je voudrais peut-être réagir si vous permettez sur les deux points. Donc, par rapport à votre question sur le Covid, enfin, je parle du Maroc, bien sûr, que je connais le mieux. Oui, tout à fait, allez-y, je vous en prie. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. C'est juste qu'effectivement, comme Karim Si l'a souligné, j'essaye de faire un débat et donc parfois de couper la parole pour essayer de rendre la chose la plus dynamique. Et parfois, avec Zoom, c'est pas évident. Donc, c'est parfait que vous preniez la parole. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, par rapport au Covid, d'après les études du HCP, qui est le Haut Commissariat au Plan, qui est l'institution qui donne donc les statistiques au Maroc, nous avons quand même malheureusement 72% de femmes qui ont perdu leur travail dans le secteur du commerce, et puis 55% dans le secteur des services, parce que c'est là qu'on trouve le plus de femmes. Heureusement que le gouvernement avait mis en place des aides directes pour sauver un peu la situation. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, la facture était très dure. Par rapport à votre question sur les gouvernements, est-ce que vous pensez qu'ils sont conscients? Moi, vous savez, moi qui milite dans
dans ce domaine et pour l'entrepreneuriat féminin et l'implication des femmes dans l'économie depuis plus de 20 ans, puisque j'avais créé la FEM en 2000, je peux dire qu'il y a une prise de conscience, en tout cas au niveau Maroc, et je pense que… Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons besoin de créer de l'emploi, nous avons besoin de créer de la richesse, et on ne peut pas le faire avec en n'impliquant pas au maximum les femmes. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du fonds de garantie ILEKI. Il y a également donc une loi qui est en cours pour les conseils, pour la participation des femmes, un quota dans les conseils d'administration, comme ça a été fait il y a 10 ans en France. En fait, l'idée, c'est que les femmes, ils arrivent à un minimum de 30% dans les postes de décision, que ce soit économique ou politique. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'à partir de ce chiffre-là, et ça a été démontré, qu'on peut agir, justement, que ce soit sur la réglementation, sur les lois, sur l'environnement, etc. Donc ça, la loi, elle est en cours. Il y a également les prochaines élections en 2021 où les lois sont en train d'être revues complètement pour garantir un minimum entre 25 et 30%, que ce soit au Parlement ou que ce soit dans les collectivités locales. Et pour moi, c'est un point très important. Il faut que les femmes soient présentes dans les collectivités locales pour qu'ils mettent en place un environnement favorable pour l'implication des femmes. Chaque collectivité locale devra pouvoir mettre une crèche publique, un transport scolaire, etc. Ce sont en fait des petites choses, mais qui sont très importantes pour pouvoir libérer les énergies et pour pouvoir permettre justement aux femmes de travailler ou de créer leurs entreprises. Très et bien. Puis, le Maroc vient de lancer une stratégie à horizon 2030 pour arriver justement à 30% d'entrepreneuriat féminin, alors que nous sommes à moins de 15%. Donc, on cherche la richesse, on cherche la création d'emplois, et donc nous devons justement encourager l'entrepreneuriat féminin. Très bien, merci. Donc vous avez montré qu'il y avait une conscience finalement des gouvernements. Ils ont bien compris qu'il y avait un meilleur ROI peut-être à investir dans les entreprises pour les femmes, à la fois un ROI financier, mais surtout un ROI social. Sanaa Lamakshaoui, donc je disais, donc vous êtes CFO de Huawei Maroc. Quelle est, votre vision justement de cette dimension de l'impact social des femmes entrepreneuses, notamment dans le numérique, et quels sont finalement pour vous les leviers qu'actionne Huawei pour favoriser cette émergence? On a vu, les inégalités sont nombreuses, le financement, l'éducation, la connectivité. On vient donc avec Saloua d'y ajouter la dimension bien sûr réglementaire et de représentativité. Donc on voit bien que le panel d'actions qui peuvent être menées est très large et que j'imagine qu'une multinationale comme Huawei va aller chercher dans ses actions des angles pour pouvoir accompagner finalement ce qui est dans son intérêt, c'est-à-dire une meilleure connectivité et des gens qui soient donc beaucoup plus numérisés. Exactement. Donc, en faisant des recherches sur ce sujet avant de participer à ce forum, j'ai surtout été très surprise de savoir qu'il y a 63% des femmes qui jugent déjà qu'il est plus motivant de créer son entreprise que d'être salarié. En fait, j'avoue que je m'attendais pas à un pourcentage, je m'attendais à un pourcentage positif, mais déjà 63% reste quand même un pourcentage très, très satisfaisant. Et donc, la volonté et le dynamisme des entrepreneurs existent déjà. Donc, ce qui est vraiment très important, c'est qu'ils ne doivent plus se heurter désormais à ce fameux plafond de verre qui les empêche de porter leurs projets toujours plus haut, que ce soit sur le plan réglementaire, sur le plan financier, en parlant toujours d'accès au financement, ou bien aussi à la rareté et au problème déjà des compétences en termes de technologie de l'information chez les femmes. Donc, chez Huawei, nous croyons que le digital est une opportunité pour l'émancipation féminine, ainsi pour renforcer les capacités à entreprendre et réussir des femmes et pour leur permettre d'acquérir toutes les compétences qui leur permettront d'entreprendre dans la tech. Donc, la nécessité pour nous d'une formation spécifique et de conseils de la part d'entrepreneurs reste vraiment primordiale et une des clés. Quels sont justement les programmes qu'a mis en place Huawei en matière justement d'éducation, de formation? Voilà, donc déjà pour Huawei, comme j'ai dit tout à l'heure, on a mis en place plusieurs programmes éducatifs, à savoir ICT Academy que j'en viens de citer. On a fait aussi, on accompagne les ONG
tout en les sponsorisant, en offrant, par exemple, on a le cas de DNX Africa en Côte d'Ivoire, où on a fourni des tablettes, on a fourni des outils pour leur permettre de former les jeunes filles en tout ce qui est technologie de l'information. On est aussi partenaire de plusieurs initiatives dans ce sens, comme le forum d'aujourd'hui et comme aussi le Women Working for Change Summit, d'accord, qui s'organise annuellement. Donc, il y a plusieurs exemples. Je souhaite aussi rajouter que pour ce sujet-là, il faut vraiment valider ou confirmer qu'il y a vraiment 3 points importants à souligner. Tout d'abord, il faut vraiment penser à éduquer, d'accord? Donc, l'éducation est vraiment primordiale pour pouvoir permettre aux femmes entrepreneurs d'aller de l'avant. Il faut connecter les gens, donc la connectivité, comme on vient de dire, reste aussi très importante, pouvoir connecter tous les gens et aussi favoriser ce genre de discussion comme aujourd'hui, en fait, comme ce forum ou bien d'autres événements qui vont permettre aux gens de différents secteurs, de différents pays d'échanger et de trouver des solutions à un problème qui est commun. Très bien, merci, merci beaucoup. Moi, j'aimerais maintenant que… Donc, c'est une journée, comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Et ce qui est intéressant dans ce genre de journée, c'est d'être vraiment dans l'engagement. C'est-à-dire que chaque personne, peut-être chacun d'entre vous, ait vraiment un message à faire passer, parce que c'est l'occasion. L'objectif, c'est pas de multiplier les forums, c'est justement de faire émerger, comme vous le disiez, des rôles modèles. C'est de pouvoir partager au maximum, parce qu'on voit bien que plus on partage, eh bien, plus on a des chances, notamment, de donner justement des chances aux femmes et aux jeunes femmes de se lancer avec l'aide du numérique. On n'a pas beaucoup parlé, mais dans le secteur informel, c'est quelque chose de très important également, y compris dans le secteur informel. Le numérique a un rôle très important pour faire émerger les femmes qui portent ce secteur informel la plupart du temps, et en même temps, bien sûr, pour les nouvelles générations, dans le développement de l'industrie et de la tech elle-même. Je voudrais demander un petit mot à chacun, donc effectivement d'engagement, de vision, chacun avec ce qu'il est. Donc Saloua Karkri Belkesiz, vous êtes une entrepreneure accomplie, je l'ai dit au départ, vous êtes engagée depuis des années. Quel est le message que vous voudriez faire passer aujourd'hui aux femmes les plus jeunes dans la tech notamment? Alors, en parlant de partage avec toute modestie, je vais bientôt sortir un livre biographique qui retrace un petit peu mes 30 années de militantisme. Et donc, j'espère justement qu'il s'adresse à des jeunes filles. On sera ravis de le lire. Tout est possible, quoi. Tout est possible, ce sera le chemin des possibles. Et donc, si j'ai un message à passer, c'est ne pensez pas que les portes sont fermées. Même si vous voyez une porte fermée, en fait, elle n'est jamais fermée à clé. Il faut la pousser. Donc, beaucoup dépend de vous, quoi. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne donc vers Karim Sy. Donc, effectivement, de par vos différentes initiatives, vous faites partie des hommes du milieu tech qui soutiennent d'une certaine manière la jeunesse féminine africaine. Quel est justement, alors vous, plutôt le message que vous souhaiteriez faire passer peut-être aux femmes, mais surtout aux hommes de la tech et à la jeunesse masculine dans la tech? Si la porte est fermée, de regarder par la fenêtre. Il y a beaucoup de talents qu'ils n'ont pas vu, comme nous l'a dit. Effectivement, il s'agit de s'ouvrir. Moi, je travaille beaucoup avec des femmes, donc et effectivement, je crois que les études d'ailleurs ont montré que 50%, quand on a un staff qui est équilibré à 50-50, ça donne beaucoup plus d'impact et de performance dans les équipes et dans les entreprises. Donc, dans ce sens-là, j'inciterai les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à élargir leur vision et leur créativité et leur capacité d'impact et de performance en justement faisant l'effort de rechercher du staff qui soit complémentaire, féminin et pas juste masculin. Dans tous les domaines, hein, parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose. Souvent, on nous dit 50-50, mais on va retrouver plus des gens dans la communication ou dans des postes qui ne vont pas être forcément les plus avancés. Très bien, merci. Je me tourne maintenant donc vers Sana Lamakshaoui.
Quel message vous voudriez donner donc pour renforcer, selon vous, qu'est-ce qui pourrait renforcer davantage l'apport du numérique à la réussite entrepreneuriale, à la fois parce que vous, justement, vous êtes CFO, donc vous êtes dans une fonction financière, vous travaillez dans une entreprise tech, vous êtes une femme marocaine, c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur finalement quel message vous voulez faire passer pour que tout ça aille plus vite, parce qu'en fait, le problème de la crise, on a bien vu, ça a été un frein extraordinaire. Bien sûr, il y a plus de digital, mais enfin, ça reste un frein. Toute la question finalement des femmes, c'est de l'accélération de la reprise. On est vraiment sur ce sujet. Exactement. Donc, je dirais, en fait, le message que je souhaite passer à toutes les femmes et surtout aux jeunes filles qui sont au démarrage de leur activité professionnelle, c'est de ne jamais baisser le bras, en fait. Il faut vraiment aller de l'avant. Je veux aussi passer un message à tous les partenaires, en fait, que ce soit des entreprises, les multinationales comme Huawei ou autres. Il faut absolument prendre en charge ces jeunes entrepreneurs, femmes ou hommes, leur montrer un peu le chemin, leur faciliter un peu les choses en les formant, parce que tout passe par l'éducation. J'insiste trop sur ce point-là. Tout passe par l'éducation. Donc, je veux aussi passer le message que Huawei sera toujours aux côtés des entrepreneurs et des aventuriers, que ce soit sur le digital et au-delà du digital. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup et merci à tous les trois. Merci pour votre engagement, merci pour votre participation et merci à tous et à toutes, chers internautes, de nous avoir suivis pour ce premier Women Forum donc, de la Tribune Afrique. Je le disais, notre objectif, c'était en cette année si particulière, justement, d'être là aux côtés des femmes et de pouvoir faire le point sur, de la même manière qu'on avait fait un point sur les leviers de la relance, on voit bien que l'entrepreneuriat féminin est un levier très important pour la relance du continent et également pour sa stabilité, pour évidemment l'impact social. Et donc voilà, on voulait y mettre tout notre cœur et tout le travail donc, de la rédaction de la Tribune Afrique sur ce premier forum. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous nos panélistes. Merci donc à notre partenaire Huawei. Et vous pourrez retrouver donc l'ensemble donc, de ce forum sous forme de replay dès demain sur les réseaux sociaux et sur le site de la Tribune Afrique. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt avec une prochaine émission Connect Live 54 sur la Tribune Afrique. À très bientôt. Au revoir.